Nous aimons tous penser que les personnes en charge de nos pays ont la tête bien vissée sur les épaules. Mais la vérité, c'est qu'ils peuvent être tout aussi stupides que le reste d'entre nous. En fait, ils peuvent être même encore plus stupides. Des coups de poing politiques à la vente de matériel nucléaire à quiconque le demande en passant par les rennes phosphorescents imposés par l'État, ça a l'air trop bête pour être vrai, non? Eh bien, prépare-toi à entendre certaines des décisions les plus stupides que nos nombreux gouvernements et institutions officielles n'aient jamais prises. Soldats du NASCAR. La garde nationale américaine est toujours à la recherche de jeunes forceurs costauds pour rejoindre ses rangs. Elle était tellement avide de nouvelles recrues qu'elle s'est associée à la NASCAR en 2011, en plaquant son iconographie sur les voitures et en sponsorisant des événements majeurs. Après tout, cela avait du sens. Les courses de NASCAR à haute intensité attiraient jusqu'à 15,6 millions de téléspectateurs à l'époque. Sur une période de 3 ans, la garde nationale aurait dépensé la somme phénoménale de 88 millions de dollars de l'argent du contribuable pour son contrat de parrainage avec la NASCAR. Et la publicité a également porté ses fruits. Rien qu'en 2012, la garde a reçu 24 800 candidatures grâce à ce parrainage. Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout si on considère que leur objectif de recrutement annuel n'est que de 50 000 nouvelles inscriptions. Mais la garde nationale n'avait pas vraiment réfléchi à ce partenariat. Sur les 24 800 demandes, seules 20 répondaient aux exigences de la garde nationale. Et sur ces 20 personnes, aucune ne s'est finalement engagée. Bien que la garde nationale n'ait jamais expliqué exactement pourquoi si peu de ces candidats n'étaient pas éligibles pour servir, je pense avoir trouvé la réponse. Bien que les données pour 2012 ne soient pas disponibles, selon Statista, l'âge moyen d'un spectateur de NASCAR en 2016 était de 58 ans. Cela signifie que la garde nationale a dépensé 88 millions de dollars d'impôts pour cibler des personnes qui avaient en moyenne 23 ans de plus que l'âge maximum d'inscription fixé à 35 ans. On dirait que cette logique de recrutement s'est retrouvée dans une belle impasse. Le Canada déchiqueté. Oh, le Canada, le pays connu pour le hockey, le sirop d'érable et le fait de faire payer accidentellement des millions de dollars à des personnes au hasard. L'Office du tourisme ne doit pas être ravi de ce dernier point. Tu vois, Irvine Leroux et sa femme, Jill Moore, géraient un parc de véhicules récréatifs assez prospère en Colombie-Britannique. En 1996, l'entreprise de Leroux a fait l'objet d'une vérification de routine par l'Agence de revenus du Canada, ou l'ARC en abrégé, lorsqu'un léger contretemps s'est produit. Au lieu de mettre tous les reçus et les documents importants de Leroux dans un dossier, ils les ont mis directement dans une déchiqueteuse. Une erreur facile à commettre, n'est-ce pas? Dossier, déchiqueteuse, ça se ressemble tellement, non? Pour aggraver les choses, l'ARC a tout simplement refusé d'admettre cette erreur ou d'accorder à Leroux le bénéfice du doute. Après avoir déchiqueté tous ses reçus et toutes ses dépenses, il s'est avéré que Leroux et sa femme devaient au gouvernement la somme faramineuse de 640 000 dollars canadiens, ce qui, après intérêt, se rapprochait d'un billet d'1 million de dollars. Il s'agissait bien évidemment d'une erreur obscène à payer pour l'erreur d'une personne tierce, et les deux ont donc porté l'affaire devant les tribunaux. En 2005, après avoir dépensé des centaines de milliers de dollars de taxes en frais juridiques pour essayer de sauver la face, l'ARC a abandonné à contre-cœur la bataille juridique et a annulé la dette. Malheureusement, aller en justice coûte cher et entraîne souvent d'autres effets secondaires coûteux. Pendant les années qui se sont écoulées entre le moment où l'erreur a été commise et celui où elle a été rectifiée, le principal créancier de Leroux a exigé qu'il rembourse ses prêts. Leroux aurait dû vendre son entreprise et sa maison, et s'est retrouvé pratiquement sans rien. Oh, et pendant ce temps-là, il a été établi que l'ARC devait 24 000 dollars à Leroux. Quel culot! Est-ce que t'as déjà été victime d'une erreur gouvernementale stupide comme celle-là? Il peut être cathartique de se défouler, alors dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que tu y es, n'oubliez pas de liker et de t'abonner pour avoir plus de contenu incroyable chaque jour. Bon, quelle est la prochaine décision gouvernementale à la con qu'on va voir? Jingle all the way. La bioluminescence est un phénomène naturel étonnant. Il existe des centaines d'animaux dans le monde qui scintillent, brillent et luisent de façon vraiment étonnante. La plupart de ces créatures sont petites comme des poissons ou des insectes. Mais ça, ouais, c'est des rennes. Non, il ne s'agit pas d'une sorte d'hybride de renne et de ver luisant. Il s'agit simplement d'un cerf ordinaire photographié en Finlande. Ces bois ne brillent même pas vraiment, ils sont juste recouverts d'une peinture réfléchissante.
C'est le gouvernement finlandais qui est à l'origine de ce concept loufoque. Chaque année, environ 4000 rennes sont tuées dans des accidents de la route à travers le pays, ce qui nuit considérablement aux revenus des éleveurs de rennes. De plus, ces collisions causent beaucoup de dégâts aux voitures impliquées. Un renne adulte peut peser autant qu'un piano à queue après tout. Alors, pour les rendre plus visibles la nuit, le gouvernement a pensé qu'enduire les bois de rennes d'une peinture réfléchissante ferait l'affaire. Malheureusement, cette solution aveuglante a échoué. Il s'est avéré que les conducteurs prenaient souvent les réflecteurs pour des personnes dans l'obscurité et supposaient qu'ils ne se précipiteraient pas au milieu de la route lorsqu'ils verraient les phares d'une voiture s'approcher. Grossière erreur, même si cette solution avait fonctionné, le gouvernement n'a pas du tout tenu compte du fait que les rennes perdent leur bois en hiver, la saison la plus sombre de l'année. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler Rodolphe? Il pourrait peut-être donner quelques conseils au gouvernement finlandais. Mauvais choix. Quelle est la pire chose que tu n'aies jamais faite pour te sortir d'une situation embarrassante? Eh bien, tu n'es probablement pas allé aussi loin que ce prochain représentant du gouvernement. Jaime Ronaldo Urbina Torres était le maire de Tantara, une petite ville du Pérou. Au plus fort de la pandémie de Covid, il a décidé que ce serait une bonne idée d'ignorer les règles de confinement et de sortir boire quelques verres avec ses amis. Mais lorsque la police est venue faire respecter le couvre-feu, il a voulu éviter toute une scène. Alors, en brave leader qu'il était, il a décidé de faire le mort dans un vrai cercueil. Ça a trompé la police pendant environ 10 secondes et ensuite ils ont amené Torres au poste de police. Dans l'ensemble, je pense que faire semblant d'être mort et se cacher dans un cercueil se situe en dessous d'un chien à bouffer mes devoirs sur l'échelle de la crédibilité. Le pays des propriétaires. Aujourd'hui, on se souvient de la guerre du Vietnam comme d'une perte historique de temps, d'argent et de vie. Mais en 1961, elle était considérée comme une simple perte de temps, d'argent et de vie. À ce stade de la guerre du Vietnam, les Américains alliés au Sud-Vietnam contre les Viet Cong au Nord étaient désireux de se faire passer pour meilleurs que leurs adversaires. Et c'est là que le programme des hameaux stratégiques est entré en jeu. L'idée était de créer plusieurs petits villages sûrs au sud du Vietnam, dans lesquels les paysans pourraient être relogés, et avec un peu de chance, en venir à apprécier les valeurs américaines. Alerte spoiler, ça s'est pas produit. Tout d'abord, les gens n'aiment généralement pas être déplacés de force. Les Sud-Vietnamiens en particulier détestaient ça. L'histoire et le patrimoine constituaient une part importante de leur culture. Pour de nombreux villageois, il était angoissant de devoir quitter la terre sur laquelle leur famille travaillait depuis des générations, ainsi que leur tombe familiale. Au moins les hameaux étaient agréables, non? Eh non mec, de nombreux hameaux se trouvaient dans des endroits affreux et arides qui ne pouvaient pas être cultivés et qui n'avaient pas d'arbres pour faire de l'ombre. Pour ne rien arranger, beaucoup de ces hameaux étaient surpeuplés. Certains rapports indiquent que les hameaux initialement construits pour abriter 6000 personnes ont fini par en abriter 14 000. Imagine, il fait 40 degrés, tu meurs de faim, tu es entassé à côté de 14 000 personnes que tu ne connais pas et ils n'ont même pas pensé à installer un parasol pour te faire un peu d'ombre. Comment tu vivrais ça? Il n'est donc pas surprenant que lorsque les Viet Cong ont fait leur apparition, les habitants des hameaux n'avaient pas vraiment envie de se battre jusqu'à la mort pour défendre ces lieux. En fait, les Viet Cong utilisaient souvent les hameaux comme zone de recrutement pour de nouveaux soldats. En 1963, le Sud ne contrôlait plus que 20% des hameaux qu'il avait construits. Mais qui aurait pu prévoir que déplacer de force des gens de l'endroit qu'ils aimaient finirait mal, hein? Le peloton des pigeons. Si tu vis dans une grande région métropolitaine, il y a de fortes chances que tu connaisses ces types. Les pigeons font partie de la vie urbaine, au même titre que la brume, la circulation et les appartements minuscules hors de prix. Et si ces nuisibles volants pouvaient être utilisés pour le bien de tous? C'est ce qu'a pensé l'armée populaire de libération de la Chine en 2020, lorsqu'elle a acheté une armée de pigeons de 10 000 unités. La raison est que l'armée chinoise a besoin d'un moyen d'envoyer des messages si tous les autres moyens de communication venaient à disparaître. Ça signifie que ces pigeons se révéleront inestimables si l'armée chinoise se trouve dans la capacité d'utiliser le téléphone, la radio, les emails, les fax, les pages, le texte, etc. Mais la Chine pourrait bien prendre exemple sur la Russie. En 2013, le service de la garde russe aurait lancé un projet visant à revenir à la conservation de documents à la machine à écrire et au papier après d'importantes fuites de documents en ligne. Peut-être que les deux pays prévoient de refaire ensemble la Première Guerre mondiale. Tout ce que je sais, c'est que je plains le soldat chinois chargé de faire le ménage dans la salle des pigeons. La Russie interdit d'être émo. Si t'étais adolescent au début des années 2000, il y a de fortes chances que tu sois passé par une phase émo. Tu sais, les cheveux noirs, la vision sombre de la vie, la musique embarrassante.
Aucun d'entre nous n'en est particulièrement fier, mais en fin de compte, c'était qu'une phase inoffensive, n'est-ce pas? Eh bien, pas selon le gouvernement russe. En juin 2008, la Russie a tenu une audience sur un projet de loi visant à réduire l'influence de cette soi-disant dangereuse tendance adolescente. Le projet de loi intitulé de façon mémorable « Stratégie gouvernementale dans le domaine de l'éducation spirituelle et éthique » visait à interdire la mode émo et gothique dans les écoles et les bâtiments gouvernementaux, ainsi qu'à réglementer les sites web émo. Leur raison était que le style de vie émo encourageait l'automutilation et qu'ils voulaient empêcher les adolescents d'avoir l'idée de sauter la vie. L'un des auteurs du projet de loi a déclaré qu'il s'agissait de s'assurer que d'ici 2020, Moscou aura quelqu'un pour diriger son gouvernement. Combien d'enfants la Russie pensait-elle perdre à cause de cette endémie émo? Mais il y avait un problème assez important et évident avec ce projet de loi. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire passer quelque chose pour cool aux yeux d'une bande d'adolescents que le gouvernement qui leur dit de ne pas le faire. Le 19 juillet, une véritable black parade d'émo a défilé dans la ville de Krasnoïarsk pour protester contre le projet de loi. En plus de l'attention négative que le projet de loi a reçue, il y avait un autre problème. Comment reconnaître que quelqu'un est émo? À sa façon de s'habiller, un gothique est-il émo? Est-ce qu'un gamin de la scène est émo? Et un hipster? Si toutes ces sous-cultures ne te disent rien, alors eh bien je te félicite de faire partie d'une génération beaucoup moins embarrassante que la mienne. Mais sérieusement, comment légiférer sur les sous-cultures? Ce projet de loi était bien évidemment voué à l'échec dès le départ et il n'a jamais été adopté en tant que loi générale. Et les enfants émo étaient libres de continuer. L'impasse sud-coréenne. Est-ce que t'as déjà eu un collègue ennuyeux que tu détestais? Quelqu'un de tellement incompétent et irritant que tu avais envie de le frapper. Imagine que ce collègue soit l'ancien premier ministre de la Corée du Sud. T'es toujours tenté? Il s'avère que beaucoup de gens l'étaient. En 2019, 29 politiciens au total ont été inculpés à la suite d'une bagarre de masse qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale du pays. Et si tu penses qu'il s'agissait d'une brève petite séance de bousculade, détrompe-toi. L'incident a vu le législateur Choi Hee-bae et 4 de ses assistants coincés dans son bureau pendant près de 6 heures après que les membres du Parti de la Liberté coréenne aient barricadé sa porte avec un canapé. La dispute portait apparemment sur un nouveau projet de loi qui réformerait le système électoral de la Corée du Sud, en donnant plus de points aux petits partis. Ou en d'autres termes, il donnerait moins de points aux grands partis comme Liberty Korea. Ce n'était pas une bonne image pour Liberty Korea, surtout après que leur précédente dirigeante et présidente de la Corée du Sud ait été destituée en 2017 en raison de la corruption et de ses liens avec une secte. Engagez une équipe de relations publiques, les gars. Tout cet événement a culminé dans une énorme bagarre et Liberty Korea a été tellement humilié qu'il a été forcé de fusionner avec plusieurs petits partis pour rester d'actualité. Il paraît que l'Assemblée nationale se réunira la semaine prochaine pour voter officiellement sur les mouillettes, les violettes et les tourbillons. L'éléphant dans la pièce. Les éléphants sont des animaux vraiment incroyables. Ils sont forts, intelligents, vivent longtemps et ont une excellente mémoire. L'armée américaine s'est penchée sur ces faits et est arrivée à une conclusion évidente. Ces animaux devraient faire partie d'une équipe de déminage. Ouais. En 2015, l'armée américaine s'est associée à une réserve sud-africaine pour déterminer si les éléphants feraient des animaux renifleurs de bombes efficaces. S'il est vrai que les éléphants ont un très bon odorat et que les chiens et les rats ont déjà été utilisés pour renifler des bombes, il y a une différence importante entre ces animaux. Les éléphants d'Afrique peuvent peser jusqu'à 7 tonnes. C'est plus lourd que 5 voitures. Est-ce que tu voudrais qu'un animal de cette taille se promène dans un aéroport ou un champ de mines? Selon l'armée elle-même, le but du financement de cet étrange projet est moins d'envoyer des pachydermes démineurs sur le terrain que d'essayer de comprendre comment les éléphants peuvent renifler les bombes de manière aussi efficace. Personnellement, je pense que ça prouve que si tu veux que tes recherches soient financées, convainc l'armée américaine qu'elle peut en faire une arme. C'est qui le patron? En août 2002, une série d'accidents tragiques a provoqué l'effondrement du pont de la I-40 en Oklahoma. Très vite, le FBI est arrivé sur les lieux désireux d'aider les personnes dans le besoin de comprendre les causes de l'accident. La direction de l'opération est confiée à un capitaine de l'armée au caractère affirmé, le capitaine William James Clark. Il a donné des ordres au FBI lui indiquant où aller et quoi faire et réquisitionner les fournitures dans les magasins locaux pour une opération de secours. Et tout cela aurait été très noble si c'était pas de la pure foutaise. William James Clark n'était pas du tout le capitaine de l'armée, c'était juste un type dans un costume de camouflage bon marché. On pourrait penser qu'essayer de s'en tirer sous les yeux du FBI serait le geste le plus stupide de l'histoire. Mais c'est le FBI qui s'est vraiment planté. Pendant sa petite séance de jeu de rôle, Clark aurait acheté $400 d'épicerie et accumulé une facture de $900 dans un hôtel local.
en déclarant que l'armée paierait pour les deux, et le FBI n'a rien soupçonné. Il a ensuite volé une camionnette et s'est dirigé vers le Canada avant d'être appréhendé par la police montée canadienne. Et le comble dans cette histoire, c'est que ce n'était pas la dernière fois que ça s'est produit. Clark a ensuite utilisé des chèques frauduleux dans tout l'Alaska en se faisant passer pour un capitaine de l'armée. Ouais, comme quoi des fois faut juste y aller au culot. Laisse la porte ouverte. Si je te demandais de cambrioler le FBI, tu penserais que je suis fou, n'est-ce pas? Il s'agit d'une agence gouvernementale aux ressources quasi illimitées, au système de sécurité haut de gamme et suffisamment musclé pour rendre n'importe qui nerveux. Eh bien, il s'avère que tu réfléchis probablement trop. Tu peux tout simplement demander au FBI si tu peux les cambrioler. C'est en gros ce qu'a fait un groupe d'activistes anti-guerre en 1971. Après avoir échoué à crocheter les serrures d'un bureau du FBI à Media en Pennsylvanie, ils ont eu une idée à la fois brillante et stupide. Ils ont simplement demandé poliment. Plusieurs heures avant de cambrioler les bureaux, le groupe a laissé une note sur la porte précédemment verrouillée qui disait simplement « S'il vous plaît, ne verrouillez pas cette porte ce soir ». Cette idée était si stupide qu'elle a fonctionné. En effet, un membre du FBI a très poliment laissé la porte ouverte plus tard dans la nuit. Sérieusement. Il a suffi d'une simple note pour donner à ses militants un accès illimité à des documents secrets et confidentiels. Qu'est-ce que l'argent de mes impôts paye à ce point? Des notes adhésives? Les militants étaient tellement stupéfaits de la facilité avec laquelle tout cela s'est déroulé qu'ils ont d'abord pensé laisser une autre note disant « Merci ». Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Après cet échec catastrophique, j'aurais été tenté de leur laisser une corbeille de fruits entière. 1 du Royaume-Uni. S'il y a bien une chose que les Britanniques aiment, c'est d'être absolument à cheval sur les règles ineptes et stupides. Ce que tu vois en ce moment, c'est un panneau « Ne touchez pas à l'herbe », protégeant noblement et audacieusement un carré d'herbe qui ne fait que 2 pieds sur 3. Si cette image n'est pas assez gênante pour toi, voici une vue plus large. Ouais. Cette image peut paraître stupide, mais crois-moi, le contexte ne fait que la rendre encore plus stupide. Cette route se trouve à Raynes Park à Londres, qui était en train de procéder à des réductions de dépenses d'un montant de 70 millions de livres sterling, soit environ un peu moins de 100 millions d'euros au moment où la photo a été prise. Quelque part entre le fait de ne pas remplir les nids de poules, de démolir les bibliothèques publiques et de fermer les orphelinats pour chiots, certains bureaucrates misérables ont vu le dernier enfant heureux du pays courir sur un minuscule carré d'herbe et se sont dit « Pas dans mon Angleterre ». Pour être honnête, il s'agissait peut-être d'un petit carré d'herbe super important, mais j'en doute. Est-ce que t'as déjà vu des panneaux aussi inutiles? Si oui, dis-le moi dans les commentaires. Problème de temps en Chine. La Chine est un pays très grand, environ 5300 km d'est en ouest et 5600 km du nord au sud, ce qui lui donne une superficie totale d'environ 7,7 millions de kilomètres carrés. À l'échelle, c'est assez grand pour que l'Inde, le Japon, le Kenya, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et la Corée du Sud se trouvent à l'intérieur de ses frontières tout en ayant assez de place pour des nations plus petites comme le Costa Rica ou les Maldives. Ça fait du moins. Il est donc étrange qu'un pays aussi vaste n'ait qu'un seul fuseau horaire. L'Amérique, en revanche, est légèrement plus petite que la Chine, avec 7,4 millions de kilomètres carrés. Mais les États-Unis continentaux ont 4 fuseaux horaires différents, l'Alaska et Hawaï ayant chacun leur propre fuseau. Si l'Amérique avait un seul fuseau horaire, cela signifierait que si le soleil se couche vers 21 h dans une partie du pays, il ne se coucherait qu'après minuit dans une autre. Cela signifierait également que dans certaines régions, le soleil ne se lève qu'après 11 h du matin. Alors pourquoi la Chine vit-elle ainsi? C'est parce qu'en 1949, le dirigeant de la République populaire de Chine, Mao Zedong, a tenté de projeter la force et l'unité de la nation en déclarant qu'à partir de ce moment, la Chine fonctionnerait sur un seul fuseau horaire commun, l'heure de Pékin. Ça signifie essentiellement que plus tu vis loin de Pékin, plus l'heure est étrange pour toi, parce que c'est le gouvernement qui le dit. À Urumqi, par exemple, il est plus rare que les habitants dînent après minuit. Dans certaines régions de Chine, l'heure est si peu importante qu'elle ne figure même pas sur les horaires de bus. Et c'est encore une bonne décision de notre très cher Mao. Une bombe nucléaire, s'il vous plaît. Le GAO, Government Accountability Office, est l'agence américaine qui s'assure que toutes les autres agences du gouvernement américain agissent de la manière responsable et font leur travail correctement. Si t'as été attentif, tu te rends compte qu'ils ont l'une des tâches les plus difficiles du monde. Eh bien, en 2017, quelqu'un du GAO a posé la question « à quel point c'est facile de fabriquer une bombe nucléaire ?» Je veux dire, vu la dangerosité du truc, il devrait être pratiquement impossible pour quiconque de mettre la main sur tous les matériaux nécessaires sans une vérification super approfondie des antécédents, n'est-ce pas? Non?
Il s'avère que le GAO crée une fausse entreprise et a demandé une licence pour acheter des matières nucléaires, et à sa grande surprise, le comité de réglementation nucléaire lui a tout accordé. Et ouais, s'ils avaient fait la moindre recherche, ils auraient découvert que la société n'existait pas et qu'elle n'avait ni bureau ni employés. Mais il y a pire encore. Le GAO a découvert qu'avec un peu de doigté, ils ont pu modifier leur licence de façon à supprimer la limite de la quantité de matériel nucléaire qu'ils pouvaient acheter. Plus qu'il n'en faut pour détruire un pâté de maison, au bas mot. Subventions pour les éléphants renifleurs de bombes, secrets gouvernementaux, matériel nucléaire, est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement américain ne te donnera pas si tu le demandes? Le grand marteau d'interdiction de Floride. Allez, changeons d'état et dirigeons-nous maintenant vers la Floride, le lieu de naissance de Margaritaville, la Gatorade et les fameux titres de Florida Man. Cette fable floridienne particulière nous ramène en 2013 lorsque l'État a décidé qu'il voulait sévir contre les jeux d'argent en ligne. En avril de cette année-là, le gouverneur de Floride, Rick Scott, a approuvé l'interdiction des machines à sous et des cybercafés. Cependant, le projet de loi signé en vigueur présentait un gros problème. La personne qui l'a rédigé n'avait manifestement jamais utilisé d'ordinateur auparavant. Tu vois, le projet de loi n'interdisait pas des machines spécifiques ou l'acte de jeu lui-même. Au lieu de cela, le projet de loi interdisait toute machine, tout appareil et tout système ou tout réseau d'appareils pouvant être utilisés dans des jeux de hasard où l'argent peut être parié. Si tu as décelé le problème dans la formulation, je te félicite d'être plus compétent en informatique que n'importe quel législateur de l'État de Floride. Quand tu y penses, chaque appareil doté de capacités internet, des téléphones aux consoles de jeux en passant par des frigos intelligents peuvent être utilisés pour se connecter à internet et parier de l'argent. Si tu as deux boîtes de conserve avec une ficelle qui relie les deux, c'est techniquement un système ou un réseau d'appareils que tu peux utiliser pour parier. La Floride a essentiellement interdit tous les appareils dotés de Wi-Fi, et selon ta lecture du projet de loi, toutes les formes de communication. Il n'a pas fallu longtemps aux opposants au projet de loi pour avancer cet argument exact. Un homme dont le cybercafé a été fermé par le projet de loi a fait valoir que si son entreprise était fermée, il était logique que la Floride ferme tout. Mais ne t'inquiète pas. Plusieurs législateurs ont affirmé que le projet de loi était acceptable tant qu'il était interprété avec bon sens. Perso, je dormirai pas plus facilement la nuit en sachant que mes droits sont entre les mains de l'idée que la Floride se fait du bon sens. Voilà donc un petit aperçu des décisions les plus mauvaises, les plus stupides et les plus catastrophiques prises par les gouvernements dans l'histoire moderne. On notera bien que la plupart viennent de nos copains aux États-Unis. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.